ChatGPT a dit. Une tournure qui peut accélérer ou compliquer une conversation. Après plusieurs mois de réflexion et de tests, je vous partage les conseils pour exploiter l'IA au mieux en équipe. Parlons. La saison 8 de Parlons Design est sponsorisée par User Testing, la solution de test utilisateur faite pour les designers. Salut, c'est Romain Pachna, bienvenue dans Parlons Design. Aujourd'hui, on va discuter d'usage de l'IA dans nos métiers, mais surtout dans un environnement collaboratif, parce qu'on a déjà pas mal parlé d'outils de prototypage, de choses comme ça, mais juste comment on peut exploiter, partager les résultats qu'on a pu tirer grâce à l'IA, ou en partie grâce à l'IA, au sein de l'équipe. Comment on peut se débrouiller pour faire de l'IA un atout et non pas un bloqueur, quelle approche on peut utiliser, voire on doit utiliser. Et enfin, et d'ailleurs ça va peut-être être notre premier sujet, peut-on dire ChatGPT a dit nanana? J'ai pas mal réfléchi à cette question, je vous propose une opinion, comme d'habitude, comme tous ces podcasts, c'est un avis dans un contexte, vous aurez probablement peut-être un avis différent, et si cet épisode vous aide à vous faire réfléchir et à faire évoluer vos idées, c'est parfait, et on n'a pas besoin d'être forcément d'accord sur tous ces points. Alors, commençons avec ChatGPT a dit. Je l'ai un petit peu trop, à mon goût, entendu comme un argument miracle de on n'arrive pas à trouver un point d'accord commun, à se mettre d'accord sur une idée, et quelqu'un va sortir. J'ai demandé à ChatGPT, il a dit. Hmm. Mais non, je suis vraiment pas d'accord avec ça. C'est tout à fait équivalent à dire Google a dit, ou telle personne a dit, ou tel article Medium a dit, ou tel utilisateur a dit. Oui, c'est une source d'information qui propose, dans le cas de ChatGPT, la donnée en général plutôt généraliste, plutôt agrégée, plutôt d'accords communs. Parce que, c'est entraîné sur, beaucoup de données et globalement, ça va te sortir quelque chose de probable, donc quelque chose qui, dans la plupart des environnements, est relativement juste. Pour autant, c'est pas une source de vérité absolue. C'est juste une source de vérité comme une autre. Comme, le premier article Google retourné par Google, ouais, c'est une source d'information, mais qui correspond à un contexte, qui correspond à un auteur, qui peut avoir de la véracité, mais qui peut être à côté de la plaque, soit juste à côté de la plaque en tant que telle, soit par rapport au contexte. Pareil, si on demande à n'importe quel collègue ou à n'importe quelle personne, elle peut avoir une réponse juste, mais aussi une réponse fausse. Pareil pour un article Medium, ou pareil même pour un utilisateur. Je crois qu'on en a déjà discuté sur ce podcast, et c'est quand même quelque chose qui revient souvent dans les débats autour du design, c'est est-ce que la parole de l'utilisateur est bénite, et est-ce qu'on doit la considérer à 100% comme vraie? Et quand même, la plupart du temps, non. Et d'ailleurs, si on demande à plusieurs utilisateurs, souvent, ils vont pas dire la même chose. Bon, et voilà, on pourrait débattre là-dessus, sur la recherche utilisateur et les bonnes façons de le faire, mais on peut jamais prendre aucune réponse de ces différentes sources comme vérité absolue. Et il n'y a pas plus de raison, à vrai dire, que ChatGPT est la vraie bonne réponse. Déjà parce que probablement, peut-être que le prompt en tant que tel n'est pas bon, n'est pas assez spécifique ou autre. Et même si le prompt serait parfait en donnant l'exact bon contexte, ChatGPT reste un outil probabilistique et ne peut pas apporter de vérité absolue. Le problème avec ça, quand on dit ChatGPT a dit machin, c'est qu'en tant que personne, on n'a pas apporté du tout de valeur. Il n'y a pas eu de réflexion effectuée par la personne qui transmet l'information. C'est comme si vous avez copié un article Wikipédia ou copié le premier article que vous avez trouvé sur Internet. Il n'y a pas de valeur ajoutée. Ça crée beaucoup de bruit, parce que souvent c'est des réponses relativement longues, et ça nous fait pas plus avancer que ça. Donc ma recommandation, c'est ne faites surtout pas ça. Vous pouvez, voire peut-être même devez, exploiter ces outils pour être plus efficace, pour avoir justement d'autres points de vue variés très rapidement, mais sa réponse brute ne peut pas être le travail que vous délivrez. Dans ce cas-là, votre contexte, votre analyse, votre expérience n'a servi à rien, et finalement, vos collègues auraient pu tout simplement demander à ChatGPT si vous voulez un avis de plus, comme ils auraient pu aller consulter un article, consulter une autre personne, etc., etc. Votre contexte, votre analyse et votre expérience, ainsi plusieurs sources en parallèle, doivent vous aider à prendre une décision. Et pas justement une seule source unique qui, en plus, on le sait, a ses défauts.
Donc, voilà, le problème, c'est que si vous êtes, si vous juste copiez-collez une réponse, bah, littéralement, vous êtes, inutile, dans le débat et vos collègues pourraient directement demander à ChatGPT, au lieu de vous parler, de prendre en compte votre contexte, votre expertise, votre analyse et donc c'est vraiment dommage. Donc absolument, je conseille tout à fait d'utiliser ces outils-là, parce qu'il y a plein de bénéfices. Je déconseille entièrement de copier-coller des réponses ou de faire juste une micro-synthèse de la réponse, parce que finalement, vous avez juste synthétisé une réponse parmi des milliers. Et d'ailleurs, si vous demandez à plusieurs LLM comme ChatGPT, ou même si vous posez plusieurs fois la même question, vous aurez probablement des réponses un petit peu différentes à chaque fois. D'où le fait que ça ne peut pas être considéré, comme une vérité absolue. Donc faut faire vraiment attention à ça, à mon sens, en équipe, si on veut collaborer efficacement avec ces outils. Parce que ça vient souvent, créer des frustrations entre les approches des gens, à tort ou à raison. Ça, c'est encore un autre débat. Mais du coup, comment on peut exploiter l'IA efficacement comme un outil? La posture d'usage, c'est ce qui est à mon sens le plus important. Ce que je recommanderais de faire, c'est de l'utiliser comme un assistant, voire un collègue en plus. C'est quelqu'un qui est tout le temps à votre disposition pour vous répondre, pour challenger vos idées, pour vous faire des propositions que vous, derrière, vous allez pouvoir, analyser, recomparer, reperfectionner et cetera. Donc ça va être top, pour, générer des idées que vous allez pouvoir rechallenger. Donc notamment, trouver des idées de wording, demander une liste d'idées de wording qui correspond à ce cas d'usage et derrière, faire travailler votre cerveau pour, trouver celui qui est le mieux, peut-être trouver la bonne alternative un petit peu tweakée qui va vraiment correspondre parfaitement à votre contexte. Ça peut être utilisé également pour une liste, de patterns qui pourraient résoudre une problématique ou une liste, d'applications, qui ont ce même comportement que vous pourriez aller benchmarker et cetera, et cetera. Ça va être aussi puissant, pour obtenir des best practice design, des benchmarks assez rapides que vous allez pouvoir confronter et ajuster, encore une fois, avec vos connaissances propres. Mais ça peut être aussi utile, ce que vous faites probablement avec vos collègues humains de manière régulière, d'obtenir des design reviews. C'est j'aimerais des feedbacks sur tel écran qui a été designé, comment je peux l'améliorer pour tel usage, sachant que c'est tel public, etc. En donnant le même contexte finalement que vous donnerez à un testeur, à un collègue humain. Et vous allez pouvoir obtenir des feedbacks que vous allez pouvoir prendre en compte ou non, finalement, comme avec un collègue humain. Donc ça marche vraiment très bien dans ce sens de, c'est un collègue en plus qui a comme tout collègue ses qualités et ses défauts, qui va des fois donner des bons retours, des fois donner des mauvais retours et derrière, c'est à vous de faire le travail de sélectionner parmi l'ensemble de ces retours. Donc voilà, ça c'est une posture, assez, courante dans laquelle vous prenez pas de risques, mais bien sûr selon votre objectif, il y a des postures d'usage qui vont pouvoir être différentes. On a pas mal parlé ces derniers temps du vibe coding, donc l'idée de développer à travers un agent IA sans même regarder et suivre le code. Forcément, il y a des cas où c'est utile, ça va être pratique notamment pour faire du test très rapide, du prototypage très rapide. Pour autant, on sait que ça va être mauvais, si vous voulez vous éduquer, si vous voulez vous former, sur ces sujets-là, ou si vous voulez créer un produit qui va être, scalable avec des coûts relativement bas, et cetera, et cetera. Donc là, dans ce cas-là, on sort complètement de l'usage du vibe coding, donc d'un agent IA comme un collègue. On va plus vraiment l'utiliser comme, un développeur indépendant autonome, avec les avantages et les inconvénients que ça a. On pourrait penser d'ailleurs la même chose du vibe design, donc le fait de demander à ChatGPT par exemple de construire un flow utilisateur, de représenter pour vous un utilisateur, de construire même des maquettes. Ça peut être pratique pour aller vite avec une solution un petit peu par défaut basique, safe, mais par contre ça va être très mauvais pour ouvrir le champ des possibles, pour développer votre propre réflexion par rapport à votre problème spécifique. Donc voilà, gros warning là-dessus. Si on veut faire quelque chose dans un temps très, très court, parce qu'il faut juste livrer quelque chose, ça va le faire. Si on veut essayer d'étendre, le champ des possibles, de faire une recherche un petit peu avancée, d'anticiper plusieurs cas de scénario et faire quelque chose un peu différenciant de la concurrence, probablement on va pas être dans la bonne optique. Donc voilà, finalement, le résumé de tout ça, c'est qu'on doit se retrouver toujours dans une posture de filtre de l'information et finalement une posture qu'on a toujours eue, hein. Tous nos métiers, on va dire, du numérique, c'est on a une problématique, on a des informations issues, de notre connaissance du domaine, issues de benchmarks, issues de notre connaissance des utilisateurs
et on va transformer toute cette information en résultat derrière qu'on va livrer, finalement aux gens avec qui on travaille, qui vont pouvoir justement faire confiance à l'ensemble de ces réflexions pour le prendre et le pousser un petit peu plus loin. Là, avec ces agents IA ou ces LLM plus basiques, c'est des sources d'information, des sources de production, mais nous, derrière, en tant qu'humains, on doit avoir cette valeur de s'assurer de la qualité du rendu. Et donc, en aucun cas, l'IA pourra être tenue responsable de la qualité du rendu, ce sera toujours vous, d'où l'importance de l'utiliser dans les bons contextes, de l'utiliser avec conscience et d'avoir toujours une review attentive de tout ce qui a pu être généré par IA pour que vos collègues puissent avoir une confiance finalement en la valeur que vous délivrez, même si parfois ou souvent, vous exploitez des outils IA derrière pour accélérer la production de votre contenu. Et ça amène à une notion assez que je trouve assez intéressante et que j'ai réfléchi, à laquelle j'ai réfléchi durant les dernières semaines et c'est sur laquelle je suis tombé sur un article très récemment qui a déclenché ce podcast, c'est: quelle est notre vraie valeur face à une IA? Et ce que soulignait cet article, que je vous mettrai en note de l'épisode bien sûr, c'est l'idée de la proof of thought, donc la preuve de pensée, qui, à mon sens, est notre vraie valeur. Et ce que disait cet article, c'est qu'avant, un document écrit, c'était toujours la preuve que quelqu'un avait réfléchi. Quand on lisait un document écrit, ça voulait dire que quelqu'un avait pris le temps de l'écrire et donc pris le temps de structurer sa pensée pour en faire un document que les autres allaient pouvoir exploiter. Maintenant, un document écrit, ça ne veut plus rien dire. Et justement, c'est tout le point du ChatGPT a dit, c'est que un document écrit peut être extrêmement long, extrêmement détaillé, mais sans qu'on ait aucune preuve que un être humain a vérifié, validé, donné, ne serait-ce qu'un petit temps d'attention de cerveau à cette donnée-là. Et donc, ça veut dire qu'en tant qu'être humain, on n'a aucune légitimité à faire confiance à un texte écrit, parce que ça peut avoir été écrit avec beaucoup de conscience, beaucoup d'attention, ou très peu de conscience, très peu d'attention. Et donc, on ne peut pas savoir, finalement, est-ce que ce texte est censé avoir de la valeur, est censé représenter une information validée, vérifiée, ou non. Et donc, l'accès à l'information est de plus en plus facile. On peut avoir énormément d'informations très rapidement, même générées. Mais l'accès à de l'information de confiance l'est de moins en moins. On peut retrouver beaucoup, beaucoup d'informations sans pouvoir avoir le moindre indice sur est-ce que c'est qualitatif ou non. Et tout le point ici réside vraiment dans le mot confiance. On doit pouvoir avoir confiance quand un collègue nous transmet de l'information, quand on transmet de l'information à un collègue, que c'est de l'information qui certifie, qui tamponne finalement avec son expertise, avec sa connaissance. Sinon, on a juste de l'information en plus, du bruit en plus, de laquelle on va devoir nous-mêmes extirper l'information de valeur, et remettre notre chèque de tampon, d'expertise pour que ça ait de la valeur pour les autres. Donc cette idée de proof of thought, elle est hyper intéressante, elle n'existe plus vraiment, en tout cas on peut plus la matérialiser par j'ai produit un document physique, enfin un document écrit, et donc ça prouve que voilà, j'ai un petit peu réfléchi, j'ai un petit peu vérifié cette information et je certifie que vous pouvez y faire confiance. Pour autant, à mon sens, on doit être garant pour une bonne collaboration du fait que tout ce qu'on transmet aux gens autour de nous a été validé finalement avec notre tampon, avec notre expertise et n'est pas juste le résultat d'un outil quelconque qu'aurait pu reproduire n'importe qui en quelques secondes également. Donc, ça n'empêche pas du tout d'utiliser ces outils IA, juste faut être conscient que tout ce qu'on délivre aux gens autour de nous, finalement on le tamponne de notre expertise, et si on veut que ce tampon-là ait de la valeur, il faut que les gens autour de nous sachent et aient confiance grâce aux expériences passées du fait que ce que l'on produit, on le certifie, peu importe la source et les outils qu'on a utilisés pour le produire, et que du coup, c'est pas juste un copier-coller quelconque qu'on n'a même pas lu. Je vous mettrai en lien cet article approfondi sur le proof of thought. Je trouvais hyper intéressant et assez clé finalement sur la façon de laquelle on doit travailler avec l'IA. C'est une réflexion que je me fais depuis un moment où je suis partagé justement entre cet aspect, bien sûr que ces outils IA, ils sont intéressants pour certains cas d'usage. Pour autant, ça m'avait toujours un peu frustré de voir des fois des réponses de ChatGPT a dit, et j'avais du mal à mettre les mots dessus
dessus. Et en lisant cet article sur la Proof of Thought, ça a vraiment eu un petit déclic là-dessus, que j'ai aussi bien sûr réinterprété à ma sauce dans ce podcast-là, donc c'est pour ça que l'article peut tout de même être intéressant. Je pense que vraiment cette idée de Proof of Thought, c'est la raison pour laquelle on ne sera pas remplacé, mais vraiment juste accéléré, parce que notre valeur, elle est peu dans la réalisation des choses, notamment si on parle vraiment pure production design, hein. Aujourd'hui, produire des maquettes avec un bon design system, ça va quand même très, 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 très vite, et du coup, on peut concentrer notre temps sur d'autres problématiques. Et du coup, bah oui, si on accélère encore la production grâce à l'IA, bah, on passera clairement moins de temps, dans du Figma, dans de la conception pure, mais on pourra passer plus de temps sur les autres tâches et ça n'empêche pas que finalement notre valeur continuera à être sur le fait de certifier que ça correspond aux critères d'accessibilité, que ça a été testé avec des utilisateurs, que ça correspond aux objectifs de la boîte, qu'on va bien traquer derrière les résultats, et cetera, et cetera. Donc voilà, je suis hyper preneur de votre avis, hein, parce qu'il y a beaucoup d'opinions qui divergent sur ce sujet-là. Bah, il y a le lien de mon LinkedIn en description, un petit message privé, ça peut toujours être très cool pour qu'on débatte de ça. Et sinon, un lien en commentaire sur YouTube. Si vous êtes sur YouTube, si vous voulez plus de contenu sur ces sujets-là, il y a une petite newsletter qui s'appelle Partage en Design, que j'alimente manuellement un petit peu tous les jours au fur et à mesure de la semaine. Avec les meilleurs articles sur le design que je trouve. Alors quand je dis design, ça peut être très large, hein, ça peut être la tech, ça peut être l'IA de temps en temps. Voilà, des articles, des vidéos, des podcasts, et bah, notamment voilà, vous retrouverez des articles qui m'inspirent des podcasts de temps à autre en exclusivité et en avance. Donc n'hésitez pas, c'est gratuit par mail et par flux RSS. Et puis bien sûr, abonnez-vous au podcast pour ne pas rater les prochains épisodes. On se retrouve la semaine prochaine. Salut. Parlons design. Design. Parlons design. Design.